Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw pour une édition exceptionnelle. Nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de carrière de John Cena à la WWE. Nous sommes le 27 juin 2022 à Laredo, dans le Texas. Aux commentaires, Corey Graves, Byron Saxton, Jimmy Smith. Et pour analyser ensemble ce show, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Quel jour de fête, jour de gloire. Alléluia, Hosanna. John Cena est là. Tu as mis ton outfit John Cena pour cet événement Bien évidemment. d'exception. Ouais. Bien évidemment, toutes mes photos, tous mes posters sont affichés. Je suis en ébullition. Tu as déjà commandé le t-shirt créé pour cette occasion spéciale. J'imagine que John portait dans la soirée. Évidemment. Ouais, Ok, bien sûr. Ouais. Et oui, pour un Monday Night Raw d'exception, une team exceptionnelle, puisque j'ai avec moi également Papy. Salut Baby. Mes petits enfants, bonjour Giscal, ça va? Comment ça va? Oui, le John Cena. On va en bouffer du Johnny John, du Johnny Boy toute la soirée. Oui. Bon, 20 ans de carrière n'empêche un sacré personnage. Hein. Est-ce qu'il serait pas temps de faire un comptoir du catch sur Johnny John, hein? On peut mettre ça sur la pile des idées? Il le mériterait. Voilà, une de plus qu'on fera pas. Ah, peut-être que Giscal viendrait cette fois-ci au comptoir. Là, je pense que je serais même au comptoir dès 14h avec une bière. Tôt. Derrière le bien bar. avant l'apéro. Derrière le bar. Oui. Ouais, Peut-être même que je les servirais. Ouais, c'est possible. Ah ouais, tu vas servir les pintes pour Johnny John qui, ouvre le show si je puis dire, puisqu'une séquence backstage, dans une séquence backstage, John Cena va tout simplement saluer, ou pas d'ailleurs, hein, y en a qui fout des gros vents là, des petites tornades, on est au Texas là, il a foutu des sacrés vents à certains, des embrassades à d'autres, on voit qu'il a ses chouchous, hein, John. Il a tout simplement une sorte de haie d'honneur, hein, backstage. Il en aura une deuxième en plus tard. Donc on met les petits plats dans les grands. Il salue. Alors il y a du beau monde, il y a des catcheurs actifs, il y a tout le staff technique, des arbitres qui sont là. Il serre la main droite à gauche à Dolph Ziggler, hein, avec qui il partage beaucoup de choses, hein, tout simplement, puisqu'ils ont connu les mêmes déboires amoureux, on va dire. Lui et Dolphy. Et puis voilà, il serre la pince à des anciens, à des nouveaux aussi. Et puis on voit Becky qui est triste d'ailleurs, ça m'a rendu triste. Je sais pas si vous avez Becky qui faisait la tronche. Ah, j'ai assise. pas vu, tiens. Elle était assise seule sur une caisse et puis elle faisait la tête, quoi. Elle regardait par terre, elle boudait, elle pleurait un peu. Mais c'était assez facile de le rater, Papy, pour le coup, parce que c'était vraiment très très rapide. Mais elle est juste à côté de Dolph Ziggler, en fait, et elle est assise sur une caisse, et elle tire la tranche, c'est vraiment très drôle. D'accord, Et elle mais applaudit justement, tout doucement. j'ai demandé où étaient les heals, justement, parce que on en a vu quelques-uns qui étaient faux heals en serrant la main. Ziggler, on en parle, il fait même un câlin à John Cena, puis après il fait non, mais en fait, je suis un Miz heel, j'ai pas aussi. tout touché. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils avaient tous un petit peu de mal à tenir leur personnage, mais du coup j'ai loupé Becky Lynch. Bah tant mieux, c'est de la garder son personnage. Ah, c'est Ouais. la seule. Ouais. La seule qui est restée totalement, qui est faible, effectivement. Parce que, en plus, Dolph Ziggler, il lui fait un câlin, mais 2 fois, hein, parce qu'après, il y aura la seconde aide d'honneur, il lui refait, je crois, un check et tout. Enfin, c'est des Ouais, il y a sa poteaux. casquette et tout. Il fait, j'ai la même casquette que toi, copain. C'est pas possible. Ah oui, quoi. c'est un gros fan, c'est un gros smart, un gros marque, l'ami Dolph Ziggler. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Vous se demandiez peut-être un petit peu comment on allait ouvrir un petit peu chaud avec John Cena. Et bah, c'est comme ça qu'on l'ouvre, mais on ne le verra pas tout de suite entre les cordes. Hein. Il n'y aura pas tout de suite la grosse promo de John Cena. On le reverra un petit peu plus tard. Ça va être un petit peu, on va dire, le fil rouge. On sait qu'on aime les fils rouges à catch-up. Et ben le fil rouge de ce numéro, et ben évidemment, ce sera John Cena, l'homme, la carrière, les accomplissements, les hauts, les bas, les défaites, les victoires vont émailler ce show spécial. Mais ce qui va se passer entre les cordes, c'est tout simplement un événement incroyable, une battle royale pour un dernier spot de qualification pour le Money in the Bank masculin qui aura lieu ce week-end, car oui, messieurs, dames, c'est tout simplement le Go Home Show que nous avons sous les yeux. C'est important de le noter puisque on le prend évidemment souvent en considération pour notre note. Enfin, en tout cas, moi je le fais, d'autres ne le font pas, mais c'est important de le noter. Alors,
dans cette Battle Royale, je vais pas vous la décrire, mais je vais vous lister tous les hommes, les forces en présence. Nous avions T-Bar, Mustafa Ali, Shanky, Akira Tozawa, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Ricochet, Nakamura, Jinder Mahal, Riddle, Miz, AJ Styles, Ciampa, Reggie, Shelton Benjamin, Dolph Ziggler dont on a parlé, il est partout, R-Truth et Virman. Alors là, je pense qu'on a un spectre assez large entre le jobber et les anciens champions du monde. C'était une belle photo là de famille de tous ceux qui avaient été laissés un petit peu abandonnés sur l'aire d'autoroute direction de Money in the Bank. Alors ils sont tous éliminés plus ou moins rapidement. C'est Tozawa, je crois, qui est éliminé le premier. On a des séquences plus ou moins drôles. On voit qu'on construit aussi comme quelques rivalités, notamment autour du Miz avec AJ Styles et puis Ciampa qui s'éliminent les uns les autres. Mais à la fin, on a notamment Miz qui se blesse, et ça c'est le tournant du match. Miz qui se blesse souvent dans les grosses Battle Royale et qui Oui, c'est bizarre. ouais, c'est bizarre, c'est pas son truc. Il se retrouve souvent un peu à l'infirmerie. Là, il se faufile évidemment en dessous de la première corde. Et à la fin, alors qu'on a un duo, un dernier affrontement entre AJ Styles et Riddle, Riddle parvient à éliminer. C'est le Miz qui élimine. Le Miz revient pour éliminer AJ Styles, évidemment. Ouais. Ils sont une rivalité qui se construit entre les deux hommes. Et le RKO est placé sur l'affreux Miz pour une victoire. Et Monsieur Riddle qui décroche son ticket. Alors là, Riddle qui a gardé son cul sur sa fusée et qui s'envole direction le Money in the Bank, Giscal. Oui, Riddle qui finit par s'en sortir, qui finit donc par décrocher son ticket. On verra que c'était un peu le thème de la soirée, des rédemptions, des victoires au forceps ce soir pour arracher la dernière place dans le match. Résultat pas si surprenant que ça au vu du line-up dans le ring. Riddle était sans doute un petit cran au-dessus de toute la belle brochette, même s'il y avait quelques profils sympas qui étaient sympas de voir dans le ring, mais que tu as listé au début du match. Donc Riddle qui s'en sort. Alors j'étais assez surpris. Résultat assez logique quand on voyait le line-up, mais assez surpris dans le sens où avant de voir le show, j'imaginais pas forcément Riddle intégrer le match pour toutes les raisons qu'on avait évoquées les semaines précédentes, cette histoire d'un Riddle loser qui n'arrive pas à force de trop penser à Randy Orton, de trop singer ses moves, de trop vouloir marcher dans ses pas, il se prenait les pieds dans le tapis à chaque fois. Et finalement, c'est un RKO salvateur qui le propulse à Money in the Bank. Donc le clin d'œil est à la fois sympa et un petit peu déroutant par rapport à ce qu'ils avaient fait jusque-là, mais pourquoi pas. Donc il finit par trouver un chemin vers le Money in the Bank grâce à ça. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien ces petites battle royales de weekly. Il y a généralement pas mal d'animations. C'est toujours un peu le bordel au début, mais une fois que ça se décante, il y a souvent des spots assez cool. Le spot de la blessure du Miz, toujours efficace. Et c'est bien que ce soit lui qui le fasse. C'est lui le plus filou, le plus fourbe. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, dès le début du match, c'est vrai que ces Battle Royale, je me dis toujours, mais attends, moi, si j'étais dedans, alors c'est peut-être mon côté perfide, je sais pas, mais moi, c'est le premier truc que je ferais, direct. Je dis, attends, on va laisser le ring s'écrémer un petit peu. Moi, je vais sortir déjà. Et je suis toujours surpris de voir que personne le fait. Mais donc, je pense que si tu le faisais, Giscal, tous les autres viendraient te chercher par la peau du cul. Tu serais pas assez subtil, je pense. Tu penses? Ah oui, peut-être. Oui, faut être subtil comme le Miz. Le Miz, toi, il mine une blessure alors qu'on est au cœur du match. Toi, si tu te barres dès le début, tout le monde va te remarquer, tout le monde va aller te sauter dessus, ils vont te ramener par la culotte, et puis ils vont tous te balancer par-dessus la troisième corde et tu seras comme un con. J'avais pas pensé à ça, t'as raison. Ah bah oui. Non mais oui, c'est ça. C'est ça. En fait, je suis perfide, mais je suis pas fin. C'est ça. Non, la finesse et Giscal, ça fait deux. C'est ça. Non, mais écoute, belle intro. Jolie façon d'inclure, on va dire, Matt Riddle dans le Money in the Bank, dans un go-home show. Belle réaction. Le public est vraiment chaud pour Matt Riddle, donc ça fait plaisir. Ouais, on verra que le public était clairement venu pour certaines stars et pas d'autres. Oui. Là, effectivement, Riddle, ça fait popper. John Cena, je pense que 90% des gens ont acheté leur ticket pour voir
pouvoir de Johnny Boy. Donc il y a tout le monde est venu avec sa petite affiche John Cena qu'on verra à travers tout au long de l'émission. Pour revenir sur cette histoire de Riddle, moi je pense que c'est effectivement pas une bête idée parce que quoi de mieux qu'un Money in the Bank pour te cracher encore plus en beauté. Je pense que ça peut justement convenir un petit peu à ton histoire là que tu as commencé à avoir en tête par rapport à la vipère. Quoi de mieux que voilà peut-être se planter voilà, alors qu'il aura peut-être la Ouais, mallette du bout des doigts, toi, peut-être. Quand les projecteurs sont les plus forts. Ouais, c'est Ah ça. oui, hein, le RKO de trop, que sais-je. Bon, Ouais. toi, Papy, tu as remarqué quelque chose par rapport à la mise en place de cet opener. Tu as vu des choses qui un peu étranges par rapport au casting, et des gens qui étaient déjà backstage. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as remarqué? Ben oui, mais toute cette Battle Royale est étrange de toute façon, puisque d'une part, effectivement, les gens qui étaient dans la Battle Royale étaient 2 secondes avant en train de serrer des paluches à John Cena, donc ils sont téléportés dans le ring et mis en tenue sans qu'on puisse le voir, tellement c'était rapide. Mais aussi au-delà de ça, il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est que c'est la bataille royale de la dernière chance et il reste 2 places. Donc ok, c'est la dernière chance, mais du coup il reste, là ils ont trouvé le 6e sur Oui, 7 c'est vrai que j'y avais pas pensé. Tiens. Ouais. et qui sera le 7e, c'est un gars qui n'aura pas le droit à la dernière chance. C'est bizarre comme concept. Alors après, je me suis fait la réflexion, et je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après, mais ils nous annoncent qu'on n'aura pas le Kevin Owens versus Elias / Ezekiel / Elrod ce soir. Donc j'imagine que Owens est blessé ou Covid ou j'en sais rien. Et Ouais, je sais peut-être que pas. Ouais, c'était ce match-là qui devait avoir la dernière place, peut-être. Mais peut-être. sinon, c'est bizarre quoi, comme Ouais, match à la dernière chance, alors qu'il en reste 2 en fait. ouais, D'ailleurs, moi j'ai c'était trouvé. c'était ça, hein, je Oui, crois. C'était le match entre KO et l'un des frères oui, entre la fratrie. exactement. Qui devait être un match qualificatif. Et en fait, c'est lors d'une petite séquence avec Johnny, qui aura quelques mots à droite à gauche avec certains. Et Johnny Boy, il va rencontrer donc Ezekiel, hein, faut pas que je me trompe, Oui. le plus jeune. Mais attends, Elrod, il est plus jeune Non, Oui, alors plus jeune Elrod, pour moi. c'est le plus Ah, vieux, c'est non? plus C'est pas le vieux? plus vieux? Non, je crois qu'Elrod est le plus jeune, en fait. Euh, Ouais, t'as peut-être Yes. raison. Bah non, attends. Oh la vache, c'est Mais pas facile cette fratrie. Hein. j'avais cru que Elrod c'était le l'aîné, mais Ah, peut-être. Oui, parce qu'il dit je suis pas Youngest sûr. Brothers. Ouais, Il dit le plus moi, jeune frère. il y a un truc que je trouve d'ailleurs, parce que je rebondis sur le fait que Papy mentionne les téléportations et tout, là, le segment du début qui était assez rigolo. Et je trouve qu'ils ont loupé une occasion en or de faire un truc vraiment qui aurait été énorme, c'était d'avoir, parce qu'on a vu Ezekiel à un moment hein, dans le line-up. Ce qui aurait été énorme, c'est de retrouver Elias à la fin je trouve, des tapages de main de Cena, parce que tu avais Ezekiel au début. Il aurait pu courir Courir avec sa perruque à la main. et avoir Elias à la fin, ça aurait été, je trouve, énorme. Ah ouais. Mais bon, ils n'ont pas fait. Non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Je viens de voir un tweet passer de Kevin Owens. Il a justifié son absence. Il a dit: Je ne voulais de toute façon pas aller au Texas, donc j'y suis pas allé. Laissez-moi C'est vrai qu'il y a des tranquille. mauvais souvenirs là-bas quand même, Kevin C'est vrai Owens. que, Donc ouais, ouais, ouais. Donc c'est un c'est peu un dur pour choix. lui. Hein. C'est un choix. Il s'est choix de rendu compte Kevin qu'il n'avait Owens. pas fait gaffe où se tenait ce Monday Merde. Night Raw. Ouais. Bah, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Bah écoute, j'aime beaucoup ton idée, Giscal, mais c'est pas à nous qu'il faut en parler, c'est à WWE. Hein, sinon, ça se passera jamais. Hein. Donc si t'as des bonnes idées, il faut les envoyer. Puis il faut les envoyer vite. Hein. Bah oui, Sinon, c'est ça. Oui. mais ouais, ça aurait été très drôle. Bon bah voilà, un Riddle donc qui décroche tout simplement son ticket pour le Money in the Bank. Un joli Là, RKO sur le côté d'ailleurs, hein, quand même, faut le signaler. Là, le RKO sur le ouais, côté pour du ring sortir. où c'est bien trouvé, c'est plus sympa que faire un RKO en plein centre, puis après balancer le cadavre par-dessus la troisième corde. Quoi. Ouais, tu relèves le mec qui doit peser une tonne du coup parce que tu l'as assommé. Donc Voilà. tu dois passer. Je suis d'accord avec toi, papy. On voit toute l'intelligence de Riddle. Hein. Il a pas l'air comme ça. Et puis il est peut-être pas si intelligent que ça non plus, faut pas déconner. Mais là, il a été malin pour sortir Et par, AJ Styles. et par Ou contre, le juste Miz, une pardon. dernière chose, Le mise, le mise. une dernière chose sur l'intelligence. On parlait tout à l'heure de l'intelligence du Miz de faire semblant d'être blessé pour revenir. Il a quand même la bêtise du heel de toujours revenir, non pas pour le dernier gars, mais pour l'avant-dernier gars. Il Eh élimine oui. AJ Styles pour se faire sortir derrière. Tu vois. Moi, si j'étais vraiment intelligent, j'attendrais que AJ Styles qu'ils s'entretuent les deux cons, puis après j'éliminerais celui qui reste, quoi, plutôt que. Bref. Ah, Sacré juste Miz. la défense à la barre, je dirais que il a vu AJ Styles, il a pas pu s'en Ah empêcher. ouais, il a pas pu Ah, s'en c'est empêcher. ça. L'instinct. Ouais, l'instinct. C'était l'instinct. trop beau de. Ouais.
Bon, on a une petite séquence aussi avec les Street Profits qui introduisent John Cena, qui demande, voilà, tout le monde va demander des conseils à Johnny ce soir. Il leur rappelle, bah écoutez, vous avez été champion à NXT, à Raw, SmackDown, vous savez quoi, il faut jamais s'arrêter, never give up. Enfin voilà, c'est pas lui qui le dit directement, mais eux, ça fait-il dans leur tête. Fait, ah mais oui, mais d'accord, c'est pour ça que t'as ce t-shirt qui dit never give up. Ah d'accord, bon bah voilà, c'est pas les slips les plus affûtés du vestiaire, comme on dit, mais ils ont compris le message de John Cena. On a aussi pas mal de petites vidéos des Hall of Famers de la WWE qui ont tous des bons mots pour Johnny Boy. On a notamment Shawn Michaels, le Big Show, Booker T, Daniel Bryan, Trish Stratus et Triple H. Mine de rien, du beau monde. Certains qui sont encore là, d'autres qui sont plus là, d'autres qu'on essaye d'évincer de Stamford. Tout le monde a des bons mots pour les 20 ans de Johnny Boy. Est-ce qu'il y en a une intervention particulière qui vous a plu particulièrement ce soir? Le fait de voir Daniel Bryan, peut-être, l'ancien beau-frère de Johnny? Ouais, mais c'est sympa en fait d'avoir des anciens et en fait c'est pas n'importe qui les anciens en l'occurrence AEW maintenant qui ont été rappelés, c'est ceux qui pour moi les trois parce que il y aura Chris Jericho plus tard, les Ouais. trois seuls qui ont un potentiel de Hall of Famer en fait Mm. parmi ceux qui sont partis à l'AEW. Après il y a peut-être des mecs qui seront par équipe, mais eux en individuel je pense que c'est trois gars qui peuvent y aller, qui seront Hall of Famer un jour. Et donc, c'est pas plus mal que ce soit eux qui soient venus parler. C'est pour aussi dire, bah, on n'oublie pas nos légendes. Et je pense aussi qu'ils font aussi partie des gens qui sont partis en plutôt bon terme avec la WWE. Ouais, c'est important, c'est ce que j'allais dire parce il y en a un qui brillait par son absence peut-être quand tu penses à des mecs qui auraient pu être dans le package vidéo, des anciens grands adversaires de John Cena. On pense à CM Punk potentiellement. Et on n'a pas trop de mal à imaginer pourquoi il n'est pas dans ce type de package vidéo, hein, mais en effet, ça souligne aussi, comme dit Papy, les profils qu'ils ont choisis. Big Show, Daniel Bryan, Chris Jericho plus tard dans l'émission. Ouais, Des mecs qui ont, JBL, Randy Orton, Kurt ouais, Angle, Stephanie McMahon et Steve Austin, hein, pour compléter la liste. ouais, tout à fait. Ouais. Donc Et c'est Cody des Rhodes. grands rivaux. Ouais, Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, oui, mais alors Cody Rhodes, oui, non, Mais il mais est attendez. partout, lui. Ouais, il est Ah partout. bah, partout, peut-être trop, parce qu'effectivement, on est une séquence de Cody Rhodes qui nous donnait un petit peu des nouvelles. Bah, l'opération s'est bien passée, hein, si j'ai bien compris. Et puis, bah, déjà, il a plus cette grosse tache de vin qu'il avait, tache de naissance qu'il avait sur le corps. Donc, les stigmates visibles ne sont plus là. Et puis, voilà, il va revenir fort. Il a dit lui aussi, bah, s'il y a bien un truc qui a pris John Cena, c'est de ne pas abandonner. J'imagine il a dû dire un truc comme ça. Je sais plus, j'ai pas noté qu'avait dit Cody Rhodes. Mais alors, sur la petite parenthèse Cody Rhodes, on en avait déjà parlé. Qui en avait parlé ça? Ah non, c'est un article de Félix, donc de Catch a Cast. Je crois que quelqu'un avait partagé le lien. Je crois que quelqu'un avait partagé le lien sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller sur notre Discord pour retrouver le lien. Félix qui écrit des super articles, un peu à l'ancienne. Si vous étiez friand des articles intellectuels des cahiers du catch, on comparait le catch et la politique, le catch et tout le business et la stratégie géopolitique au Moyen-Orient, qui nous parlait un petit peu justement de la gestion de Cody Rhodes, hein, top babyface, et qui finalement s'était un petit peu craché, il avait peu perdu, la foule s'est un petit peu retournée contre lui à l'AEW. Moi, je vous pose une question, messieurs. Est-ce qu'on n'aurait quand même pas intérêt à pas trop donner des nouvelles de Cody Rhodes jusqu'à son retour? Ouais. Ouais, peut-être, en effet. Bah, après, il a été assez évasif. Pas sûr qu'on ait beaucoup plus de news, tu vois. C'est-à-dire que là, je pense qu'il a fait un petit update de son opération. Il a dit que les docteurs lui avaient dit qu'il devrait être out pour 9 mois, ce qui est un estimé très très long, Ouais. volontairement très très long. Oui. Et c'est pas innocent parce que justement, je pense que c'est pas impossible qu'on n'entende plus trop parler de lui. Voilà, il a annoncé qu'il serait out 9 mois, mais qu'il ferait tout pour battre cette deadline. Et donc, bon bah voilà, on le sent venir, hein, maintenant que la prochaine échéance pour lui, ce sera le Royal Rumble. Mais ouais, je pense que voilà, il y aura pas forcément plus de segments que ça. Ouais, je pense que c'est bien qu'il donne une deadline volontairement lointaine. Et puis après faire, hop, je coupe totalement les médias. Et puis quelques semaines, quelques mois avant son retour, quoi. Là, c'est pas gênant s'il revient pas avant 6 mois. Là, le Royal Rumble, c'est janvier. Donc, ouais, c'est
C'est Ouais, c'est dans 6-7 6 mois. mois. C'est pas parce qu'il c'est à la limite s'il parle maintenant, c'est pas trop gênant. Par contre, c'est quand on va arriver dans les derniers instants ça serait intéressant qu'il fasse vraiment le mec absent, quoi. Il nous explique d'ailleurs que si Seth Rollins, ce fiefé personnage, remporte la mallette, et ben il sera le premier à le féliciter. D'ailleurs, Seth Rollins, qui lui aussi est allé échanger quelques mots avec John Cena. Je fais des allers-retours dans le temps, vous m'excuserez, mais l'occasion est trop Non, belle. non. La transition est trop magnifique. Je saisis la balle au bon tel Seth Rollins qui, voyant John Cena, s'approche et qui rigole sur le theme song en reproduisant le theme song de John Cena avec son rire diabolique, son rire dément. Ça, c'était plutôt marrant. Donc, Rollins qui compare leur carrière, ils ont effectivement beaucoup de points communs. Ils ont tous les deux gagné le Money in the Bank. Ils ont eu beaucoup de succès. Et puis, la petite différence, c'est quand même le Money in the Bank. Il y en a un qui a fait le plus grand cash-in de tous les temps, et l'autre qui a fait tout simplement un gros fake. Le premier raté, effectivement. Et là, on a Omos qui apparaît. Omos, il est grand, surtout quand le caméraman se met à genoux. Et puis, il y a des mots qui sont échangés avec MVP. Puis Rollins jette un petit coup d'œil à John Cena. Et puis John Cena lui dit bah, bonne chance, hein, mon gars. Hein. Et puis il se barre, abandonnant donc Seth Rollins aux mains d'Omos. On va retourner en arrière, messieurs. Sauf si vous avez quelque chose à dire sur cette petite échange entre les deux. C'était très rigolo. Voilà. Oui. Non, hormis, rien, hormis que le segment était vraiment excellent. Donc non, rien de plus. Le talent de Seth Rollins. Voilà. Jimmy Uso contre Montez-Ford, voilà. On a eu l'autre paire la semaine dernière. Eh ben, messieurs. Ah oui, eh ben, messieurs, là. C'est Jay, là, ce soir ? En fait, c'est Jay qui enchaîne les deux matchs, ouais. Ah bon, d'accord. C'est Jay qui a enchaîné les deux matchs. Ah bah, il y avait déjà eu un Jimmy Uso Montez-Ford la semaine d'encore avant. Bah, tu sais, c'est fou. Ouais, enfin, on a déjà tout fait finalement. Il n'y a aucune affiche originale dans tout ça. Donc, écoutez, voilà, j'ai la correction en direct de Papy qui me souffle dans l'oreille que c'est Jey Uso. Jey Uso, pourtant, ils font tout pour qu'on les reconnaisse. Hein. Jey Uso qui a affronté Montez-Ford ce soir. Et Montez-Ford qui est maintenant grand, gros et fort. Et ben tout simplement, il va battre le frangin Uso. Ils sont sur une belle lancée là. Aïe, 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 ça s'annonce mal pour eux ce week-end. D'ailleurs, c'est samedi ou dimanche, là, le Money in the Bank ? Samedi. Ah, notez bien, c'est samedi. Ouais, faut pas se planter, là, c'est samedi. Donc, une belle victoire là de Montez-Ford qui fait un énorme frog splash une fois de plus. Hein, il a encore touché la mallette, il aurait pu arracher la mallette. Belle victoire pour Ford. Moi, je suis toujours déçu qu'il soit pas dans le Money in the Bank. Hein. Vraiment, là, pour moi, c'est. Je comprends. Hein, il y a que 2 équipes pour animer la division tag team, mais quand même, là, c'est un petit peu dommage. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Papy. Ouais, bah c'est. Alors, je pense que ça arrivera quand il sera vraiment lancé en solo, peut-être, parce que ça semble vraiment être le projet pour lui. Mais là, du coup, cette année, ça faisait peut-être short. Et puis, comme tu le dis, il y a tellement peu d'équipes pour animer la division par équipe que ça aurait été compliqué de s'en passer. À noter par contre que c'est le pauvre Jey Uso, la main event Jey Uso, qui enchaîne les défaites dans le duo, puisque autant Jimmy avait battu Montez-Ford la première fois, autant depuis Jey vient enchaîner les 2 défaites contre les 2 membres du Street Profits. Ah oui, c'était déjà lui qui avait perdu hier, la semaine dernière. Ouais, c'est déjà lui. Enfin, pour moi, hein, je dis ça de t'as raison, je crois. Et bon, c'est un peu étonnant parce que c'était un peu finalement celui qui avait été montré en étant l'homme fort des Usos avec ce passage en solo, puis c'était un peu lui qui était le bras droit de Roman Reigns. Et puis là, c'est plus finalement Jimmy qui est un petit peu supérieur ces derniers temps, quoi. Bon, je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste que de toute façon ils disent qu'on les distingue pas, mais à voir. Ouais. T'es sûr que c'était Jay ? Je suis presque sûr. Ah ouais, tu me mets le doute. Hein. Moi, j'avais l'impression que c'était Jimmy. Et dans le cage match, ils disent Jey Uso aussi. Hein. Je vais pas balancer, mais. Ah bah non, t'as raison, c'est Jay. C'est Jay. Je viens de vérifier sur le site officiel. Je vais aller voir sur Mediapart, il y a un article, c'est toujours bien sourcé, et sur Mediapart, ils mettent Jay, effectivement. Oui, c'est ça, à mon avis, il y a eu encore une affaire. Hein. Ouais, si t'as ton nom qui apparaît sur le site Mediapart, c'est que t'es mal barré à un moment. Qu'est-ce qu'il a fait c'est les frangins Uso, hein. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? C'est comme les frangins Hardy, tu sais. Pourtant, Jay, c'est le plus sage des deux. C'est surtout Jimmy, l'alcoolo, là, qui est dans tous les mauvais coups. C'est peut-être pour ça qu'ils le mettent plus entre les cordes, et du coup, c'est Jay qui se bouffe les défaites, quoi. Sympa, le frangin. Peut-être pour ça, ouais. C'est vrai, t'as raison, c'est Jay. Je suis allé vérifier aussi parce que j'ai aucune confiance en vous deux. Et du coup, ouais, c'est ça. Mais si, il y a la coupe de cheveux, ça se voit.
C'est le Ah seul bah oui, moyen mais de il faut savoir calmer. qui a quelle coupe de cheveux aussi, c'est ça qu'on sait pas. Bah, Oui, Jay, c'est ça c'est le celui qui a problème. une partie rasée, là. Et quelle partie? Attends, parce que quelle Et quelle partie? partie? Oui. Une partie du cuir chevelu. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas coiffeur. Bah alors, qu'est-ce que tu dis? Bon, alors, une nouvelle rivalité qui se met en place, je suis sûr qu'elle vous a fait plaisir. C'est les Mysterio qui ont des embrouilles backstage avec le Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest qui cherchent des noises et qui tout simplement commence à dire, à parler mal là, du père Mysterio face au fiston. Je sais plus ce qu'il lui dit, de lui dire un truc, voilà, tu fais fausse route en disant que enfin, voilà, que c'est ton père qui te retient, qui t'empêche de briller par toi-même. Et du coup, Rey Mysterio, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il dit, bah, si c'est comme ça, si vous parlez mal, eh ben, il y aura un match la semaine prochaine et on sera à San Diego. Donc voilà, c'est sur mes terres, quoi. C'est ce qui sous-entendait un petit peu Rey Mysterio. On va la jouer locale. On va la jouer locale. Bon, bah là, papy, tout va bien, là, pour le Judgment Day. Tout va bien, ils s'enfoncent dans le card, c'est exactement ce qu'il leur fallait. Bon, après moi, j'avais dit que pour moi, un des prochains choix intéressants pour le Judgment Day, c'était Dominique Mysterio, justement. Donc, bah, quelque Oh, part, quel ça. talent, quel talent. Alors, quelque part, je ne peux pas être déçu qu'il se tourne un peu vers lui, mais je le voyais plus à l'époque où c'était Edge, le patron, qui allait choper le petit gosse en disant, Ouais. viens, ton papa, il est pas bon, et je serai moi ton nouveau papa. Mais là, du coup, avec Finn Balor et le Damian Priest, là, ça fait un peu moins classouille pour récupérer Dominique, quoi. Ouais, ouais, ils font un peu moins classe, hein. C'est sûr que ça va pas avoir une grande tronche, hein, mais ouais, en effet, ouais, ça s'enfonce un peu dans la low card. C'est vrai que récupérer Dominique Mysterio, ça fait pas. Enfin, c'est pas comme s'il était sur une trajectoire ascendante depuis plusieurs semaines, tu vois. Tu pourrais te dire, ah tiens, il fait briller les yeux des recruteurs en quelque sorte, hein. C'est comme les jeunes espoirs qui pourraient se faire recruter par un grand club. Bon là, en l'occurrence, c'est ni un jeune espoir brillant ni un grand club. Donc c'est vrai que La tout, comparaison s'arrête très rapidement. ouais, donc en fait la comparaison s'arrête extrêmement vite parce que finalement bah, c'est la limite, c'est la limite du truc, c'est-à-dire que on se heurte aux écueils qu'on avait évoqués dès le début du Judgment Day et qui sont encore plus criants aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, déjà à l'époque, c'était déjà le cas. On se demandait, mais oui, mais les gars, il va peut-être falloir donner des raisons, des arguments pour pouvoir vous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, à part faire des promos un peu et et faire jouer des projecteurs violets sur le ring, je sais pas ce que vous apportez clairement sur la table, quoi. Sans Edge, c'est encore moins évident. Sans Rhea Ripley qui pouvait potentiellement aller dominer la scène féminine, c'est encore moins évident. Donc là, le segment pour moi tombe à plat en fait, parce que c'est vrai que je me dis, déjà il s'intéresse à une personne qui n'était pas très intéressante jusqu'ici. C'est pas de sa faute, hein, Dominique Mysterio, le pauvre, il était englué dans un truc avec Virman. Donc bon bah voilà, on risquait pas de pouvoir s'intéresser à lui. Mais le truc, c'est qu'en plus, quels sont les arguments, tu vois, Damian Priest et Finn Balor, pourquoi est-ce qu'ils voudraient aller voir Dominique Mysterio? Et Dominique Mysterio, pourquoi est-ce qu'ils voudraient aller avec ces deux losers qui ont cogné leur mentor et ont perdu leur powerhouse féminine là? Enfin, il y a tout est un peu à côté de la plaque, mais c'est inévitable en quelque sorte, je trouve. Ouais, là, tu l'as dit, hein, bah là, on paye un peu ce qui faisait défaut au début et qui était, voilà, Edge servait de cache-misère. Voilà, le Hall of Famer et puis toute sa prestance et ses hauts faits suffisaient à faire illusion. Maintenant, on se retrouve effectivement avec deux mid-carders qui essayent de recruter un low-carder, quoi. Donc, Ouais, c'est exactement C'est ça. Ouais, ça. c'est encore mieux résumé. allez, viens! On a passé minuit, l'enchantement est terminé, là, t'as les citrouilles. C'était pas terrible. Dont le père est un futur Hall of Famer. Donc, le mec a aucune Ouais, raison de sortir des jupes de son C'est père. ça, ouais. ouais, c'est ça, Mais c'est ça. vas-y, Aucun lâche ton argument. Hall of Famer, là, viens avec nous, les losers. Si, tu vois bien que ton père, il est nul. Attends, regarde. Il a gagné le Royal Rumble et tout, il était champion du monde. Viens avec nous, on a eu un titre US. Ouais, super, les gars. Bon, en parlant d'anciens champions du monde, le Miz est là ce soir. Et il est interviewé et surtout on va creuser et rechercher des vieilles histoires. Souvenez-vous, nous étions à WrestleMania. Le Miz et Logan Paul, son partenaire d'un soir, avaient justement battu les Mysterio sur la plus grande scène du monde. Eh bien, on a des nouvelles de Logan Paul, messieurs. On a des nouvelles. Et Logan Paul, il s'entraîne pour
du catch, de la lutte professionnelle. On a des photos, on voit, il fait des sauts, des bonds. Il a l'air prêt, mais prêt pourquoi? Prêt pourquoi? Eh ben, le Miz nous explique ce qui s'est passé après WrestleMania. Parce qu'on dit, mais attendez, monsieur Miz, vous avez attaqué Logan Paul après votre match, et puis finalement, on n'avait jamais eu la suite de tout ça. On n'a jamais vraiment su, c'est vrai, on l'avait noté, on l'avait dit. Et eh bien, il nous explique. Le Miz, il nous explique. On a un petit flashback, si vous voulez, où il nous explique qu'il allait voir Logan après WrestleMania. Et il lui a expliqué que c'était une leçon de vie qu'il lui avait donnée. Il lui avait expliqué que voilà, tu peux pas faire confiance, il faut être prêt tout le temps. Donc voilà une bonne leçon pour toi. Et accrochez-vous, Miz et Logan Paul seront de retour pour SummerSlam. Et l'ambition est grande, l'ambition est immense. Miz prévoit de devenir champion tag team, tout simplement. Et oui, alors ça c'est quand même une grosse annonce là, Giscal. Ah oui, très très grosse annonce. Ouais, en effet, quand ils ont commencé à parler de Logan Paul, ça sentait. On avait le doux fumet de SummerSlam qui arrivait à nos narines. C'est vrai que ça, voilà, ils ressortent l'attraction Logan Paul, à laquelle peut-être nous, Européens, nous sommes moins sensibles, mais c'est vrai que bon, il a une certaine aura, pour le meilleur ou pour le pire, aux États-Unis. Donc bon, quand on avait entendu son nom mentionné en début de promo, on se doutait que ça sentait SummerSlam et que ça sentait le déterrage de cette histoire. Il avait déjà dit à l'époque que c'était lors du build-up vers WrestleMania. Il avait dit que son ambition avec Logan Paul, c'était d'être champion par équipe. Là, il a carrément mis la barre encore plus haut parce qu'il veut être maintenant champion undisputed. Je crois de toute façon, il est obligé de le mentionner comme ça parce que les ceintures sont maintenant considérées undisputed, machin. Donc c'est marrant parce que belle façon, j'ai trouvé de réintégrer cette histoire. Sans que Logan Paul soit là, ce qui fait qu'il y aura toujours, il y a toujours une croisée des chemins qui est possible, c'est-à-dire que cette histoire peut prendre plusieurs routes, soit en effet Logan Paul accepte le tutorat, on va dire la leçon de vie du Miz et revient catcher en équipe, et une équipe qui avait été, ma foi, assez fun à suivre et assez convaincante, j'avais trouvé. Donc ça pourrait être une attraction spéciale assez rigolote pour SummerSlam. Ou alors, il y a aussi tout simplement la possibilité de Logan Paul qui fait semblant de revenir, mais qui n'a pas du tout digéré ce qui s'était passé après le match, et qui revient et qui fait une feud solo avec le Miz, qui est aussi une autre option d'attraction spéciale. Le Miz étant un peu coutumier du fait et tout à fait bon client pour catcher contre des célébrités. Donc ouais, moi ça m'a bien plu. Et puis on continue avec le fil rouge et l'allégorie sur les testicules du Miz, qui moi me fait beaucoup rire. Donc tout était bien dans ce segment. Ah, Giscal qui est content. Giscal qui est content. Un segment qui avait des balls. Mais par contre, effectivement, je me suis fait la réflexion que Giscal sur les deux possibilités d'avoir effectivement l'association tag team, ou alors Logan Paul qui refuse de pardonner au Miz et qui du coup lance une feud contre lui. Par contre, dans les deux cas, je vois pas comment ça pourrait être buildé, parce que et les champions par équipe indisputés sont heel, les Usos, et Logan Paul et le Miz, quoi. Donc on sera avec des configurations soit tag team heel versus heel, soit solo heel versus heel. Et Logan Paul, en fait, techniquement, ça sera à lui de passer face, vu ce qui s'est passé à WrestleMania. Mais il est tellement détesté par le public que pour moi, ça sera impossible, quoi. Donc Mais alors, est-ce que ça ne sous-entendrait pas une défaite de nos champions à Money in the Bank? C'est pas. Ah, peut-être. Ça serait la seule porte de sortie que je vois, mais sinon, ça risque d'être le match ou alors les Usos qui soient face le temps d'un soir, peut-être. Ouais. Honnêtement, je pense que sur des matchs assez un peu attraction spéciale, comme ils disent sur les gros pay-per-view, là, les WrestleMania, les SummerSlam, je pense que c'est des dynamiques qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire que ça va être un match assez chaud, les deux équipes peuvent jouer filou contre filou, je pense que ça peut marcher parce que c'est une feud qui est pas amenée à durer, donc je pense que c'est pour builder un one-shot. C'est le genre de truc qui peut marcher, je pense, heel contre heel. Ouais. Même, limite, tu t'en fous un petit peu des réactions des gens, c'est juste un one-shot, donc ça n'aura aucun impact que les gens huent ou applaudissent l'une des deux équipes, l'une ou l'autre, ou qui va y avoir du ou gros que les deux trash soient talk. hués. Ouais, voilà. Ça peut faire, mais effectivement, moi, ça m'a ouvert l'idée de la possibilité que les
champions tag team déposent peut-être leur ceinture ce week-end. Donc, je ne sais pas si c'était un des objectifs des bookers, mais en tout cas, ça laisse peut-être flotter cette possibilité-là si tu commences à réfléchir. Mais peut-être qu'on réfléchit trop une fois de plus et qu'on va encore perdre des points au prono. Et ça, Encore on veut pas. Bah non, on veut pas perdre. encore perdre des points dans le négatif. Bon, alors le Miz, il ne fait pas que parler, hein, messieurs. Le Miz, il sait aussi se battre. Il sait se battre et il s'est battu ce soir contre un homme qui sait se battre, qui sait peut-être un petit peu moins bien parler que le Miz. Et c'est AJ Styles, et AJ Styles ressort donc de cette fameuse Battle Royale, donc il remet le couvert, hein, AJ Styles ce soir. Il était chaud d'ailleurs, on a eu un match assez long, assez costaud, hein, qui n'est pas toujours forcément habituel avec le Miz, qui a duré presque un petit quart d'heure. On a eu quelques bons échanges. On a eu notamment les fameux yes kicks du Miz, les Miz kicks, les German suplex qui ont volé. On a eu un skull crushing finally qui a été contré en roll-up pour le compte de 2, un brainbuster, et à la fin le phénoménal forearm de AJ Styles qui est chargé. Mais le Miz, qui se barre. Le Miz, papy s'est barré. Il a quitté le match. Mais pourquoi? Heureux. Quel couard ce Miz! Il s'est barré pour éviter la défaite. C'est évident, mon cher IRM. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, c'est ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que on a côté bleu le même genre avec Sami Zayn en ce moment qui fait aussi que des contacts et des machins. C'est un petit peu dommage qu'il se pompe un peu les attitudes de heel d'un show à l'autre. Par contre, c'est vrai que le match était surprenamment long. Et aussi, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sur le Miz, Logan Paul, SummerSlam, tout le team. Qu'est-ce qu'il va faire AJ Styles dans l'affaire là finalement parce que ils vont pas s'affronter à Money in the Bank, sauf erreur de ma part. Et le pay-per-view suivant, c'est directement SummerSlam, donc il va y avoir une rivalité pour mener un match qui n'a aucun rapport à SummerSlam. Ou alors, on aurait AJ Styles à SummerSlam avec un allié contre Logan Paul et le Miz peut-être. Ah voilà, nouvelle piste. Peut-être encore une nouvelle piste. C'est assez incroyable. Effectivement, là, alors, je disais tout à l'heure que c'était un Gaume Show. Et ben voilà un match qui ne boucle rien pour Money in the Bank, a priori. Est-ce que c'est pas trop gênant, ça, Giscal? Si. C'est un petit peu ce qui m'a embêté. D'ailleurs, je fais un spoiler un peu sur ma conclusion de cette émission. C'est vrai qu'il y avait pas mal de segments dans ce show qui ne sentaient pas le Money in the Bank. Il y avait déjà des avances rapides dans le futur pour SummerSlam. Il y avait des segments, tu en as parlé, comme celui-ci qui ne fleurait pas bon le Money in the Bank. Donc ça m'a un petit peu dérangé en effet. Après, honnêtement, il n'est pas du tout exclu, selon moi, que dans la semaine, alors dans la semaine, on est déjà mercredi, hein, mais que là, aujourd'hui ou demain ou d'ici SmackDown, on ait un petit tweet en disant le Miz contre AJ Styles à Money in the Bank pour ce samedi, parce qu'il y a je crois qu'il y a que 5 ou 6 matchs à la carte pour l'instant. Ce serait pas non plus déconnant, hein, donc à voir. Mais en tout cas, si ça en reste là, et puis d'ailleurs, même si ça aboutit sur un match annoncé par un tweet, ce qui serait quand même un petit peu tristounet, si ça en reste là, j'ai trouvé en effet que c'était peut-être un petit peu hors de propos sur cette émission, qui plus est pour des catcheurs qui avaient déjà, enfin c'était un peu double duty, hein, je sais pas si c'était en effectif Oui. restreint cette semaine et qu'ils ont dû meubler avec des segments. On a vu tout le vestiaire dans les séquences backstage, il y avait tous les mecs dans le... Ouais, ils ont tous fait la Battle Royale. Ensuite, le Miz, il a fait une promo pour un truc qui était complètement différent. Puis hop, il revient dans le ring contre AJ Styles, qui était déjà aussi dans la bataille royale. C'est vrai que tu te dis, c'était peut-être un truc qui était là pour meubler un peu parce qu'il y avait d'autres choses à la place qui étaient prévues, je ne sais pas. Toujours est-il que, en effet, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe et c'était pas forcément ni mon match préféré, ni mon segment préféré du show. Seul petit point positif, et je finis là-dessus, c'est que moi, alors certes, c'est une redite un peu de SmackDown, t'as raison, papy, mais j'ai quand même bien aimé que le Miz fasse capoter la fin de match, parce que quoi qu'il arrive, c'est quand même une jolie feud. Enfin, tu vois, genre Miz, c'est pas n'importe qui, et AJ Styles, c'est pas n'importe qui. Quand ils avaient annoncé le match là à Raw, que ça allait se passer là tout de suite, right now, right here, right now, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit bon, attends, c'est quand même un match qui peut valoir un pay-per-view. C'est une feud plutôt haut profil quand même.
par rapport aux deux bonhommes. Donc galvauder un match à Raw comme ça, c'est un peu dommage. Le fait que le Miz, en bon heel qu'il est, et fait un pétard mouillé avec ce match et gâché un petit peu le truc, c'est plutôt, on va dire, allez, une pirouette plutôt positive pour setup derrière un match de pay-per-view qui, lui, ira peut-être jusqu'au bout. Bon, écoutez, de toute façon, tu parlais peut-être quelque chose à combler. Il y a ce fameux match entre Kevin Owens et la fratrie là, qui n'a pas eu lieu. Ouais, en effet. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour ce fameux dernier spot dont a parlé Papy tout à l'heure. Il reste encore une place à prendre finalement dans le Money in the Bank. Mais effectivement, voilà, ça sentait un petit peu, ça commençait à sentir le sable chaud alors que c'est Money in the Bank qui nous attend ce week-end. Justement, Money in the Bank, c'est aussi pour les femmes. Et ce soir, donc, les femmes se retrouvent. On va faire un petit peu un chassé-croisé. On a notamment une petite interview de Liv Morgan, Alexa Bliss backstage, une interview croisée, enfin conjointe, où chacune explique à son tour qu'en fait elles s'aiment pas trop, enfin elles s'apprécient mais elles sont pas copines. Voilà, il n'y a pas d'amitié et qu'elles comptent bien toutes les deux décrocher la mallette. L'une l'a déjà fait avec succès, l'autre a plutôt le vent en poupe et compte bien réussir son premier haut fait à la WWE. Et le match donc va s'en suivre entre Alexa Bliss et Liv Morgan. Qui pas forcément une affiche qui nous avait particulièrement alléché quand elle s'était déjà croisée la semaine dernière dans le match de qualification, il me semble, où il y avait 5 ou 6 catcheuses qui s'affrontaient pour cette fameuse dernière place. Non, c'était pour le contender de... Ah oui, c'était pour remplacer Rhea Ripley. Exactement. Effectivement. Dans le match des losers. Ouais, effectivement. On a Asuka, je crois, qui est au commentaire pendant ce match. Non, parce que on l'entend beaucoup et on comprend pas trop ce qu'elle dit. Toujours aussi excitée au micro. Et puis le match ne va pas durer longtemps. Il va durer moins longtemps que ma diatribe, que mon monologue, puisque Alexa Bliss passe un DDT, mais c'est contré dans un roll-up et ça donne la victoire à Liv Morgan. Liv Morgan qui bat Alexa Bliss ce soir avec Asuka qui était au micro. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ouais. Moi, ce que j'ai préféré, c'est Asuka au micro, globalement sur le truc. Qui a parlé son temps à parler japonais et les deux autres, comment ça s'appelle Corey Graves qui faisait semblant de tout comprendre, ou alors peut-être qu'il disait des vrais trucs, je sais pas. C'est ça qui faisait semblant de répondre en disant ah oui, tout à fait, Asuka, t'as raison, nanana. Puis oui, t'as raison, Byron, c'est un gros blaireau. Ah non, mais il a pas dit ça et tout. Puis, bon, bref, ils ont joué à ça pendant tout le match et globalement, c'est plus ce qui m'intéressait que ce qu'il y avait entre les cordes. Ouais, moi, c'était un petit peu l'angle de ce match, ce qui en dit long, peut-être. Ouais, c'est-à-dire que moi je plaignais les gens dans la salle concrètement parce que eux ils avaient pas le plaisir d'avoir les commentaires par-dessus qui les distrayaient. Il y avait zéro ambiance sur ce match comme il y en avait sur d'autres malheureusement. On le disait, les gens sont pas venus pour voir Bliss et Morgan. Non, mais bon, ils le cherchent un peu en même temps. Tu sais pas ce qu'il vient foutre là en fait, ce match il sert à rien. Donc c'est deux nanas qui ne gagneront pas samedi. On ne sait pas pourquoi elles ont le droit à un match l'une contre l'autre, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est d'avoir du momentum, comme ils disent un petit peu. Sauf que du momentum, pourquoi le match de samedi sera complètement différent, donc c'est pas gagné contre Alexa Bliss qui va faire quoi que ce soit. Bon bref, voilà, encore un bel exemple. Donc, Ouais, moi j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris ce match, je sais pas pourquoi tout d'un coup on a voulu montrer que elles sont peut-être copines, enfin du coup elles ont dit qu'elles étaient pas copines, mais elles sont peut-être ensemble. Elles ressemblent peut-être à une équipe, mais en fait, elles sont pas copines et elles comptent bien se mettre sur la tronche. Et pas forcément besoin d'un match pour nous faire comprendre que c'est chacune pour soi ce week-end. Non, mais c'est ça, peut-être qu'à SmackDown, on aura un match entre Lacey Evans et Shotzi, peut-être, ou Raquel Rodriguez, histoire de dire, tiens, ouais, on se respecte, mais on n'est pas copines, et puis il y aura un match de 3 minutes aussi, et puis voilà. Me semble qu'à SmackDown, ils annoncent les 7 filles présentes. Tout ensemble. Tout ensemble, ouais. Ouh, ça va être beau, ça. Ouais. Ça va être beau. Il y aura du micro. Un avant-goût. Ah oui, puis des séquences promo interminables de porte de saloon. Vince est là, El Patron.
lui qui est le big boss, il revient pour nous parler de John Cena, voilà, pour introduire John Cena, parce que John Cena arrive enfin sur le ring, toujours avec cette haie d'honneur une fois de plus, hein, pour Oui. l'accompagner sur les ovations. Voilà, tout le monde est content de voir Johnny John ce soir. Et puis John, voilà, il prend le micro, et quand John a le micro, quand John il parle, les autres écoutent. Donc il nous explique que il aime pas trop célébrer sa carrière. C'est au fait passé. Le passé, il a eu des hauts, il a eu des bas. Lui, il regarde toujours ce qu'il y a devant, hein, ce qu'il y a dans le futur, ce qui l'attend. Toutefois, ce soir, c'est un petit peu différent, malgré tout. Alors, il veut bien se plonger dans la mélancolie et dans le passé. Et surtout, il nous explique que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a réussi, c'est grâce à nous. Le WWE Universe, il n'aurait rien pu faire sans nous. Le WWE Universe, tout ce que John Cena a pu faire, eh bien, c'est grâce aux fans. Et ça, c'est, je crois, voilà, des mots qui tirent des larmes aux yeux des spectateurs ce soir. Les gens ont été honnêtes avec lui, en fait. Ils ont été honnêtes quand ils pensaient qu'il craignait. Les gens lui disaient, et parfois les gens étaient assez gentils pour lui dire que non, il craignait pas. Cette fois, ça allait bien. Et donc dans ces moments-là, il chérit tous ces moments, les bons moments comme les mauvais. On a un chant Thank you Cena, et puis on voit John Cena, il est les yeux un peu larmoyant, un petit peu rouge, hein, le Johnny là sous sa casquette. Il essaye de contrôler ses émotions, mais on sent bien qu'il est ému. Et il nous explique, voilà, il en place une, il nous parle de Fast and Furious, de Peacemaker, sa série phare. Et ce qui est important, c'est que la WWE a fait de lui un être humain, une bonne personne, tout simplement. Pas forcément un grand catcheur. C'est pas ça qui est important, c'est qu'il l'a rendu plus humble. Ça lui a appris l'humilité, l'empathie, donc des valeurs, des fortes, hein, effectivement, pour un être humain. John Cena en était dépourvu avant d'arriver à la WWE. Il n'avait aucune empathie pour qui que ce soit. Un gros salopard. Un salaud. Donc voilà, les bons moments avec sa famille, et puis les fans et toutes les stars. Et puis voilà, il sait pas qu'est-ce qui lui réserve l'avenir. Il a 45 ans, et les fans crient one more match, et il nous explique, ça ne sera pas juste un seul match, vous inquiétez pas pour ça. Et puis voilà, quelques catchphrases pour emballer et peser tout ça. Et puis if you want some, come get some, nous explique, nous crie, nous hurle John Cena pour clôturer tout simplement cette célébration de Johnny John. Alors, Giscard, est-ce que ces mots de John qu'on n'avait pas vraiment entendus depuis 3 ans maintenant, hein, il nous avait quitté, je crois, juste avant le Covid, il me semble, avant la Covid mania. Est-ce que ces mots-là t'ont touché? Ouais, c'était exceptionnel. Moi, j'avais la larme aux yeux pendant tout le segment. J'avais l'impression d'être. C'est comme si son compte Twitter prenait vie. C'était plein de phrases inspirantes les unes après les autres. C'était de la sagesse en barre, hein, vraiment. Enfin, c'était. Blague à part, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle promo. J'ai trouvé que c'était très cool cette promo parce que ça contrastait beaucoup avec. Étrangement, ça m'avait pas trop plu ce qu'il y avait eu depuis le début avec John Cena, depuis le début de l'émission. Les aides d'honneur, les segments, je tape dans les mains, machin, tout le monde est super content, tout le monde est trop heureux de voir John Cena. Bon, je trouvais qu'ils en faisaient un peu des caisses. Corey Graves au commentaire qui disait c'est le greatest of all time, c'est incroyable, c'est exceptionnel d'avoir une telle légende de retour à Raw, machin. Enfin bref, bon, voilà. Il y en avait beaucoup. Ils en faisaient un peu too much. Moi, j'imaginais d'ailleurs John Cena, parce que moi je l'imagine plus comme ça en fait, John Cena, comme il était dans le ring, je l'imaginais presque pendant ces segments backstage, presque un peu gêné, tu vois, enfin, qu'on en fasse à ce point-là des caisses, ouais. Parce que les gars qui sautaient à pieds joints et qui tapaient dans les mains et qui ils faisaient des câlins backstage, je suis sûr que tout le monde, ils sont tous potes, hein, je suis sûr que tout le monde était très content de le voir, mais ça faisait pas super naturel. Et là, en fait, cette promo, j'ai trouvé que c'était le moment du show où ça faisait vraiment naturel et que c'était vraiment cool de le revoir. Et il a parlé juste avec le cœur et je trouvais que c'était une promo qui était vraiment sympa parce que il a fait en sorte que ce soit pas du tout à propos de lui.
C'est-à-dire que pendant toute l'émission, la WWE s'est chargée de lui faire une fête, comme quoi c'était lui le point central. Et j'ai trouvé que cette promo, elle était vraiment sympa parce que, bah voilà, il a parlé de, bah en fait, bon, bah voilà, il a pas réinventé la roue non plus. Hein. Il a dit voilà, c'est grâce à vous si je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais il a aussi remis l'emphase sur le fait que, bah si je suis celui que je suis aujourd'hui, c'est parce que vous avez su par le passé me dire quand c'était bien, mais vous avez su aussi me dire quand c'était de la merde. Sina, let's go Sina, Sina sucks et tout. Il a dit maintenant, ce que je veux, si vous me revoyez pas tous les jours, machin, c'est maintenant ce que je veux, c'est que vous fassiez la même chose pour tous les petits derrière, qui viendront derrière moi. C'est bah voilà, que vous leur disiez quand c'est bien et que vous leur disiez quand c'est mal, parce que c'est grâce à ça que vous allez créer d'autres John Cena, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu ça qu'il a dit en filigrane. Et du coup, j'ai trouvé que cette promo était vraiment humble. Super sympa et complètement en contraste total avec tout le tintouin et la fanfare qu'il y avait eu jusque-là dans l'émission. Et en fait, c'est ça, John Cena, tu vois. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs que j'aime beaucoup, beaucoup le catcheur et la personne. Et j'ai trouvé que ça sonnait vraiment très, très vrai. Et voilà, c'était encore une belle démonstration de qui il est. Donc j'ai trouvé ça super comme promo. Effectivement, il parlait d'humilité et c'est vrai que tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce moment-là, c'était, tu parlais, il avait l'air gêné. Bah effectivement, s'il est aussi humble et toi voilà, ne souhaite pas forcément avoir la lumière sur lui, même s'il est tout à fait au courant de voilà de ce qu'il représente. Effectivement, tout ce qu'il y Oui, avait autour là, la fanfare et toute l'emphase sur sa carrière et tout, c'était très loin de l'homme qu'il est devenu. Grâce à WWE, ouais, c'est ça. à écouter son discours. Toi, Papy, est-ce que ces mots t'ont touché au cœur? Oh non, non, rien à foutre, hein, franchement. Et qu'est-ce qui me saoule, le gars, à raconter sa vie. Non, non, plutôt je rebondis sur ce que disait Giscal et ce que tu dis aussi, Irem. Finalement, moi, je trouve que c'était le segment qui était le plus John Cena, en fait, de tous, finalement. Ouais, Tu vois, exactement, exactement. tu disais que c'était là où c'était moins mis en avant, mais c'est pas que c'est mis en avant, mais c'est le seul segment où finalement il n'a pas fait le job pour la WWE, mais il l'a fait. Bah, en fait, on lui a dit en gros, bah voilà, t'as tes X minutes, et puis bah dis ce que tu as envie de dire, et puis c'est ton moment. Voilà, c'est ta récompense finalement pour tes 20 ans. C'est ce moment-là que tu as en communion avec le public. D'ailleurs, toute l'année d'honneur, tout ça, ils sont tous barrés. Il était vraiment tout seul face au public, et il a vraiment absolument, pour moi, pas du tout travaillé pour la WWE à ce moment-là. Puisqu'il donne zéro piste pour la suite. Il est absolument pas dans un personnage ou pas du tout, ou parler d'un autre gars pour le. Enfin, voilà. Il est vraiment sur ce qu'il pense lui et sur son parcours à lui. Effectivement, il donne des conseils pour les petits jeunes pour la suite, mais il est vraiment pas du tout dans le personnage de John Cena. C'est John Cena, l'homme derrière le personnage. Voilà, si je veux faire un peu le philosophe. Ouais, Ah bah c'est ça. il le fait plutôt bien le philosophe, notre papy, dis donc. Oula, faut lui aussi falloir lui servir des verres hein, quand tu seras derrière le bar, Giscal. Cet homme a envie de parler, il a des choses à nous dire. Bon bah, voilà, alors on parlait des petites séquences, il y en avait une juste avant tout ça, puisque hein, on reverra plus John après ce beau discours. Il y a comme une séquence que moi j'attendais particulièrement, c'était la rencontre entre John Cena et le futur John Cena. Tu nous parlais, Ah, Giscal, de futur eh petit oui. John Cena. Mais il y en a un qui aimerait bien et qui finalement suit un peu les traces de Johnny John. C'est Theory, champion US le plus jeune de l'histoire de la WWE, qui allait retrouver John Cena après cette petite séquence là avec Ezekiel et qui allait un petit peu le défier, un peu le trash talker en disant bah voilà, il s'est un peu hypé lui-même, il faut la liste de tous les accomplissements. Il dit voilà, moi je suis le plus jeune et tout. Tu dis que voilà, c'est un grown man, donc un adulte, mais tu portes toujours des shorts. Donc, et là, Siri sort son téléphone, son smartphone pour prendre un selfie, mais John Cena a disparu. Alors à ce moment-là, on peut savoir, peut-être que John Cena est quand même sur la photo, hein, puisqu'on n'est pas censé le voir, John Cena. Donc, tu peux dire que tu as fait un selfie avec John Cena du moment qu'on voit ta tête. À partir de là, tout est possible, et John Cena s'est barré. On ne le reverra plus, hein, John Cena, après son beau discours. Par contre, on revoit Theory, alors, qui avait non pas un match ce soir, mais qui était guest enforcer, pour ce que ça veut dire. Hein, donc là, il est là. Alors, il avait même mis un petit t-shirt d'arbitre ou de vendeur Footlocker, on ne sait pas trop, taillé en Marcel. Pour autant, il n'aura même pas besoin de jouer le rôle d'arbitre. On aurait pu imaginer qu'il avait prévu un seul coup pour remplacer l'arbitre pendant ce match.
Ce match, messieurs, c'était tout simplement Bobby Lashley qui affrontait la Alpha Academy au complet, donc un fameux handicap match. Cette stipulation euh, dont on raffole. Donc il affrontait à la fois, à la fois Otis et Chad Gable, en sachant qu'il les avait déjà affrontés lors du gauntlet, c'était une sorte de gauntlet match, plus ou moins. C'était un gauntlet Oui, match. c'est un Gauntlet gauntlet match, match. la semaine dernière. Qu'ils avaient affronté, Gable et Otis qui avaient comme donné un petit peu de fil à retordre à Bobby Lashley qui avait été très compétitif. Ce soir, ça va durer un petit peu moins longtemps, puisque les deux hommes ne vont pas réussir à battre Bobby Lashley, hein, qui veut être le futur champion des États-Unis. Il y a notamment une grosse chaise électrique qui est placée, et Gable qui saute de tout en haut et qui finit en hurtlock et qui abandonne dans un match qui a duré un peu moins de 10 minutes. Et derrière, le gros beatdown, le beatdown sur Bobby Lashley, mais Bobby Lashley qui arrive à se sortir du beatdown et Theory qui s'enfuit par la foule. Moi, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je croyais qu'on était à la fin à la fin du show et je pensais peut-être revoir John Cena qui aurait aidé Bobby Lashley à s'en tirer. Mais non, 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 Bobby Lashley, comme un grand, s'en sort tout seul. Qu'est-ce qui va empêcher Bobby Lashley de décrocher la mâchoire et la ceinture de Theory ce week-end? Là, papy, je te pose la question. Ah bah là, on peut se poser la question effectivement, parce que là, il roule à peu près sur tout, l'ami Bobby. J'ai eu un doute aussi en me disant, tiens, ce serait sympa que Cena vienne aider Lashley. En plus, ils avaient eu un C'est un petit petit passé. passage commun quand Mm. ils étaient chacun champion de leur brand, parce que Lashley était champion EC-Dub et lui était champion CDF d'Euro, je pense, à l'époque, Cena. Bref. Et non, c'est plutôt vraiment axé sur le Lashley versus Theory qui me plaît bien, moi, comme confrontation. Theory, t'en as parlé, il a fait aussi le petit segment avec Cena qu'on attendait tous, et puis c'est pas dégonflé. Il a vraiment, lui pour le coup, c'était vraiment full personnage, full storyline de WWE, et je trouve que ça marche plutôt bien. Et là, on parlait tout à l'heure de Gom Show, bah voilà un truc qui est plutôt bien buildé pour le Money in the Bank. Et finalement, moi, alors je déteste les handicap matchs. Franchement, c'est une purge à chaque fois. Mais là, dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué avec le champion qui finalement envoie ses sbires au fur et à mesure pour essayer de casser la gueule au challenger. Et puis là, qui du coup, bah, le met en handicap match, plus lui en ring enforcer pour vraiment le mettre en difficulté avant le pay-per-view. Et le babyface qui s'en sort, quoi. Dans ces cas-là, on va dire que l'histoire, je l'accepte dans ces cas-là. J'accepte la victoire, ok. Et toi, Giscard, est-ce que tu acceptes la victoire de Bobby Lashley ce soir? J'accepte la victoire du Tout-Puissant. Non, c'était cool, mais en fait, c'est ce qui aurait dû se passer la semaine dernière. Je sais pas, voilà exactement le segment qu'il fallait faire la semaine dernière, je trouve, pour lui accorder le title shot. On n'avait pas compris, enfin, moi, j'avais pas trop compris cette histoire de gauntlet match dans lequel c'était intégré Theory, même si on s'était dit, ok, c'est d'un point de vue de développement du personnage, il a la fougue et la bêtise en quelque sorte de sa jeunesse, et donc il commet une erreur, mais en vrai c'est ce match-là qui aurait dû être booké, je trouve, au lieu de faire un tombé sur le champion pour avoir un title shot, comme ils font systématiquement. Et donc, s'ils ont fait la semaine dernière, bah voilà, ils auraient dû faire ce handicap match la semaine dernière, et cette semaine, peut-être se contenter d'un beatdown de théorie et d'une belle promo ou quelque chose comme ça. Mais bon, écoute, ok, j'accepte parce que ça a été plutôt bien exécuté. Comme l'a dit Papy, je suis complètement d'accord. Je déteste les handicap matchs, mais quand c'est fait dans cette configuration, avec une volonté de développer quelque chose derrière et de raconter quelque chose, on va dire, pour le pay-per-view, je suis d'accord, même si, bon, je trouve toujours ça aussi bizarre, cette situation de handicap de 2 contre 1 où il y en a un des deux qui ne peut pas catcher. Donc en fait, au final, si t'isoles correctement le plus petit des deux, et si t'es pas trop con, bah c'est plus un handicap match du tout, quoi. Mais bon, soit. Donc en tout cas, voilà, Bobby Lashley arrive avec le maximum de momentum. C'est ce qu'on veut d'un challenger, hein, quand il arrive pour un match pour le titre. Et Theory, toujours aussi détestable, toujours aussi fourbe et toujours aussi tête à claque. Donc ça va être un match qui va être sympa à suivre. La foule est très très chaude pour Bobby Lashley. Donc ça va être une jolie petite défense de titre US sur samedi. Donc boulot accompli.
Ouais, effectivement, moi, c'est une des belles affiches là que j'attends assez impatiemment à Money in the Bank. Une rivalité plutôt bien construite là ces dernières semaines. Et puis ce bon petit match hein, avec quelques belles séquences là, hein, que Otis là se fait choper dans la chaise électrique par Bobby Lashley sur la fin là, et puis que Ah, Gable c'est se beau fait ça. choper en plein vol dans la foulée. C'était le lac des signes là. C'était une sacrée chorégraphie entre les cordes avec des gros bonhommes là. C'était beau, voilà, la beauté tout simplement. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que le beau? Eh bien, regardez ce match et vous aurez la réponse. Donc on passe toutes les choses dont on a déjà parlé et finalement, bah, du coup là on arrive vraiment au main event, un main event pareil des losers une fois de plus. Hein. On aime mettre les losers en avant. C'est un nouveau match de la dernière chance. Cette fois-ci, Papy, c'est une vraie dernière chance parce qu'il reste vraiment Ah plus oui. qu'une seule place pour le match des filles à Money in the Bank ce week-end. Becky Lynch, Tamina, Doudrop, Nikki ASH, Shayna Baszler et Xia Ali s'affrontent ce soir pour obtenir ce fameux ticket de participation au Money in the Bank. Alors Xia Ali voilà, met ses gros coups de pied, Tamina essaye de faire quelques prises, Doudrop a pas mal de momentum, elle a des belles grosses séquences notamment sur la fin, elle écrase un petit peu tout le monde, notamment Shayna Baszler là, qui est devenue une belle galette, hein, je pense. On pouvait la retrouver dans toute votre crêperie bretonne favorite. Nikki ASH, je sais même plus ce qu'elle a fait, pardon Nikki, excuse-moi. Et puis Becky Lynch qui parvient tout simplement à aller choper la victoire en plaçant sa prise de soumission là, comment s'appelle cette prise là, le rock bottom là, espèce de rock bottom sur Man of the Slam. Ouais. exactement. Merci la technique sur Doudrop depuis le turnbuckle et pour aller donc décrocher ce fameux ticket qui lui glissait des mains. Donc Becky Lynch, Giscal, ça y est, elle arrive enfin. Et je crois, Giscal, que tu as des choses à dire quand même sur cette qualification de l'Irlandaise. Ouais, un petit peu, ouais, j'ai donné un petit peu déjà mon avis sur le Discord pour ceux qui Ah oui, sont, bah qui sont oui, sur, oui. qui sont sur notre Discord. Et d'ailleurs, je vous encourage une nouvelle fois à nous rejoindre sur le Discord. On discute de tout un tas de choses, et notamment bah, voilà, des retombées des shows un petit peu en direct. Et puis, bah écoute, ouais, en fait, je me demande si. Mais je ne serais pas surpris si la réponse était positive à cette question, si les bookers n'ont pas tout simplement oublié que Becky Lynch était heel. Puisqu'en fait elle s'est comportée comme une babyface héroïque ce lundi soir, hein, elle a ravagé toute la mid-card, enfin tous les vestiges de la mid-card, voire de la low-card féminine de Monday Night Raw, qui d'ailleurs sont bon, il y en a certaines, on sait même pas ce qu'elles sont parce qu'on en a rien à foutre, mais elles sont toutes heal quasiment. Donc en fait, elle a défoncé toutes les heals de manière vaillante, totalement héroïque, une victoire au forceps après avoir été partie prenante pendant tout le match. Hein. C'est pas comme si elle s'était planquée pendant tout le match. Hein. Elle a éliminé, je crois qu'elle a Elle a éliminé mis Xia Ali au premier, après Nikki H. Xiali, Nikki ASH, elle a éliminé Doudrop, donc bon, elle a éliminé quasiment tout le field pour gagner à la fin avec encore une performance physique incroyable. Donc limite, si elle avait les confettis qui tombaient à la fin du match, c'était tout comme. Quel méga heal. Enfin, c'est vrai qu'après s'être fait screw à Hell in a Cell en se faisant piquer le tombé par Bianca Belair, babyface, et après s'être fait cracher dessus et perdre son ticket initialement pour le match pour le titre par Asuka, babyface, et se faire complètement harceler d'ailleurs par Asuka toutes les semaines sans aucune raison. La voilà qui gagne un match absolument incroyable, toute seule comme une grande. C'est vrai que t'as envie de la huer, quoi. C'est vraiment quel travail sur le personnage. En La tout foule a cas, applaudi, hein. La foule a la applaudi. foule a applaudi. La foule ne peut qu'applaudir. C'est vrai que donc bon. Est-ce que tout ça est annonciateur d'un face turn? Ça irait, je trouve, un peu à l'encontre hein, de tout ce qui se passe depuis des... Tout ça n'a plus beaucoup de logique en fait, donc j'essaye pas trop de lire ce qui va se passer. Pour moi, je considère que c'était un peu du grand n'importe quoi une nouvelle fois. Bon voilà, écoute, Becky Lynch est dans le Money in the Bank, tant mieux, parce que de toute façon, ce Money in the Bank était, d'un point de vue du line-up, une telle catastrophe que, bah écoute, au moins on aura quand même une garantie d'avoir un peu une ring générale, comme ils disent, pour pouvoir un petit peu commander le trafic et s'assurer que les jeunes ne fassent pas n'importe quoi. Et puis ça me fait quand même plaisir de l'avoir dans le match. Mais bon, encore une fois, voilà, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas où ils vont. La suite à Money in the Bank.
Moi, je me tourne vers Papy, le philosophe, lui qui, dans le secret des dieux, qu'est-ce qui se passe avec Becky Lynch? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ah, c'est une bonne question. Alors malheureusement, je pourrais pas apporter de réponse parce que je me pose un peu les mêmes questions que Giscale, mais moi ça m'a moins dérangé en fait du coup. Parce que je le prends tel qu'il est le match avec la façon dont ça a été monté. Donc c'est plutôt bien monté avec une Becky qui élimine les deux premières filles, puis Doudrop qui élimine les deux suivantes, et puis ça se finit entre les deux. Et Becky finalement arrive à battre, à surmonter l'adversité physique de Doudrop pour la battre. Donc effectivement, ça sent le booking de Face à planer parce qu'elle fait un travail très propre, jamais de pied dans les cordes, jamais de tricherie, jamais d'entourloupe. Elle est seule contre toutes et elle s'en sort. Le public marche à mort avec ça et l'applaudit. Et donc du coup, je me dis, à voir ce que ça donnera derrière. Après, ils ont fait un booking de Face et le public a réagi positivement. Donc techniquement, c'est pas mal quoi comme segment. En plus, je trouve le match Oui, plutôt sympa à suivre. Si derrière, effectivement, le Becky repart en essayant de reforcer la manette du côté heel, bah, ça sera couillon parce qu'en fait, tout le travail qu'elle a fait pour se faire huer, bah, là, elle est en train de le déconstruire. Donc, si jamais c'est pour être face derrière, bah, c'est pas plus mal, hein, elle est sur la bonne voie. Par contre, c'est pour refaire un travail derrière pour repasser, ça va être très, très compliqué. Je pense que elle a eu du mal à se faire huer au début, Becky, parce qu'elle est revenue heel en août. Et pendant les premiers mois, elle était toujours adulée par la foule et il a fallu comme un gros travail pour qu'elle commence à vraiment se faire siffler. Et là, le travail qui a été fait ce soir lui permet de regagner de la pop en fait. Donc, mais par contre, moi du coup, j'ai plutôt apprécié cette fin de show parce que c'était assez dynamique et puis on a senti vite qu'il y avait deux filles dominantes et le reste de la piétaille qui s'est un peu fait massacrer quoi. Ouais, le match était bon, mais bien rythmé, hein, donc c'était un match par élimination, puisqu'il y a une stipulation assez originale qu'on voit pas souvent. Donc là, j'ai beaucoup aimé cette stipulation de match élimination. Ça permet justement de mettre en ouais, ça avant j'aime bien aussi. vraiment. Ouais, parce que tu mets en avant. C'est pas juste une seule victoire. T'as vraiment chacun a le temps de briller, et puis tu peux avoir t'as des bonnes séquences, et comme des bonnes séquences, des échanges et des tombées qui ont été cassées, et puis c'était plutôt bien ficelé. Maintenant, effectivement, si on met en parallèle, et ça c'est très amusant, qui s'est passé ce booking de Becky Lynch, la réaction des fans et la fameuse promo de John Cena une demi-heure avant qui nous expliquait que vous êtes content quand ça vous plaît, eh ben dites-le. Eh ben, c'est ce qui Ouais. s'est passé ce soir. On a eu une Becky Lynch vaillante qui a gagné seule contre toutes. Et le public a mordu et ils ont beaucoup aimé. Et de quoi ils ont dit, bah on est content nous pour Becky Lynch. Ça nous plaît ça. Et bah du coup nous Peut-être. on arrive à Money in the Bank avec effectivement un petit point d'interrogation sur qu'est-ce qui va attendre Becky Lynch effectivement. Est-ce qu'elle a déjà atteint toi, est-ce qu'elle rebondit déjà en tant que face? Peut-être. Peut-être. Ils ont l'occasion, la rare occasion. Il y a eu peu d'occurrences dans le catch comme ça, et c'est toujours des moments. Ça a été historiquement des moments, souvent des matchs d'anthologie, mais peut-être de pourquoi pas de tenter dans le marasme qu'est le Money in the Bank féminin et qui s'annonce, enfin moi de mon point de vue une purge hein, samedi. Ils ont pourquoi pas l'occasion de tenter, étant donné que c'est les deux seuls top filles hein, du line-up, de tenter le double turn et de tenter de raconter une super histoire dans le ring avec Asuka et Becky Lynch qui reviendraient sur leurs alignements presque d'origine, j'ai envie de dire, et qui ferait le plus sens. Hein, c'est peut-être d'utiliser ce match pour peut-être mettre le projecteur là-dessus. Ça me plairait de voir par exemple un match où Becky Lynch jouerait le rôle vraiment d'une super babyface hargneuse qui prend tous les spots, tous les spots du match, et qui est aux portes de la victoire et qui se fait d'un seul coup couper les ailes par Asuka et le public qui se retourne contre elle parce que pendant 15-20 minutes, la sauce était montée pour Becky Lynch et que le public était à fond et qu'ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'elle décroche la mallette et qu'elle se fasse prendre par Asuka. Et que Asuka derrière du coup peut-être décroche pourquoi pas la mallette et devienne la top heel qui manque peut-être depuis qu'ils savent pas trop quoi faire avec Becky Lynch. Peut-être qu'il y a un trou quand même de top heel à prendre et que Asuka pourrait être cette candidate avec la mallette pour aller derrière titiller en 1 contre 1 Bianca Belair une fois qu'elle se serait débarrassée ou à coquiner avec Becky Lynch à SummerSlam, je sais pas, enfin bref, trouver un truc.
Je me dis que peut-être c'est une façon à la fois de sauver le match, de sauver un petit peu les alignements et de sauver des semaines de morositude, je sais pas si c'est français, de tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans le booking féminin où on a l'impression qu'il les mettait toutes les semaines dans un shaker, qui mélangeait et qui voyait ce qui sortait. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à tenter. Money in the Bank est une belle stipulation pour tenter ce genre d'histoire. Et qu'un double turn pourrait être une jolie façon de construire ce match. Ouais, tu me fais saliver là, Giscal, hein, avec ton Ouais, histoire. moi aussi, mais du coup, j'essaie de pas y penser parce que sinon j'ai peur d'être déçu. Bah ouais, parce qu'on sera déçu et on perdra des points en prono. Donc, On hein, oublie, on sait- oublie. il joue la compète là, Giscal, il nous glisse sur des fausses pistes. Attention. Aïe, 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 ils ont C'est vrai Ricard que- dans mon jeu. Ouais, tout est en place en tout cas. Ils peuvent saisir la balle au bon et tenter ce coup-là avec effectivement cette Becky Lynch qui a touché le fond du fond pendant des semaines. Donc à partir de là, on se demandait un petit peu qu'est-ce qu'il attendait. Asuka, et tu l'avais noté plusieurs fois, Giscal, que t'es babyface mais pas forcément très gentil, pas très sympa, un peu bully qui arrêtait pas d'embêter une pauvre Becky Lynch qui était déjà au fond du trou et l'autre elle venait avec un bâton et elle continuait à lui taper dessus. Et Asuka qui parle plus anglais en plus. Hein. Ça, généralement, c'est Ouais, un Asuka marqueur qui ne parle plus du tout anglais. Hein. Ouais. généralement un marqueur du passage du côté obscur quand tu parles plus anglais. Hein. Alors, est-ce que tout ça sont des indices pour ce week-end ou est-ce que ce sont des fausses pistes pour ce week-end ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre parce qu'on réfléchit Parce toujours qu'en fait, ils en ont rien à foutre. parce qu'ils ont la faute. Je pense que voilà, chacun pourra imaginer ce qu'il veut. La vérité éclatera au grand jour samedi soir ou pas. Peut-être qu'on arrivera à un statu quo et puis que c'est, je sais pas moi, Lacey Evans qui aura la mallette et puis on repartira comme des cons sur Raw avec cette situation un petit peu flottante dans la division féminine du show rouge. Toujours est-il, messieurs, que c'est comme ça que s'est terminé cet épisode grandiose, cet épisode important dans l'histoire de Monday Night Raw. Nous célébrions les 20 ans de la carrière de John Cena, ni plus ni moins. Money in the Bank est à quelques pas. Rendez-vous donc ce samedi pour ce gros pay-per-view. C'est l'heure du mot de la fin. Giscal, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Alors, parti, mon kiki. écoute, mon top, je vais le donner à un segment sur lequel on est passé assez vite. Alors, j'aurais pu le donner à John Cena, évidemment, hein, mais je vais le donner à Theory, notre ami Theory, parce que ce qu'il a fait cette semaine m'a beaucoup plu. Et notamment cette confrontation avec John Cena, on est passé un petit peu vite dessus, mais moi elle m'a beaucoup plu. J'attendais cette confrontation avec impatience. On en avait parlé les semaines précédentes. Je l'ai trouvé, je l'ai toujours, ça fait plusieurs semaines que je le trouve bon dans ses prises de micro, mais avec toujours une petite façon de peut-être un peu trop débiter ses punchlines, d'aller trop vite dans ses promos, de pas trop souffler, de pas trop gérer, de gérer un peu son trash talk en quelque sorte. Là, je l'ai trouvé pour le coup vraiment pour la première fois vraiment excellent face à John Cena cette confrontation avec un John Cena stoïque et un Austin Theory qui représentait vraiment avec son petit short moulant, sa petite gueule d'ange, son physique bien taillé et tout. Il y avait une sorte de reflet dans le miroir de 20 ans avant. Je trouvais que l'image était assez saisissante. C'était vraiment le John Cena d'il y a 20 ans en fait. Et j'ai trouvé que la mise en scène, qui n'avait rien de fantastique, hein, mais elle était suffisamment bien faite pour que ce soit, je trouve, vraiment un très joli segment, bien fait, avec plein de connotations sur le futur, le passé, et je suis très content que Theory ait pu bien s'en sortir sur ce segment, parce que ça peut être quelque chose sur lequel il construit fort pour la suite, et j'espère que John Cena lui fera l'honneur et le plaisir d'un petit match à SummerSlam, qui plus est pour le titre US. Quel clin d'œil ce serait aussi, encore une fois. Donc il y a énormément de choses encore à faire, je pense, entre les deux, et j'ai trouvé que ce segment était top, et donc bravo Theory pour avoir réussi à tirer son épingle du jeu des 2-3 minutes qu'on lui a donné sur ce segment avec John Cena. C'est ces moments-là qu'il faut savoir saisir quand on est un jeune catcheur en devenir. Donc bravo. Mon flop, je vais le donner de manière générale. Il n'y a pas trop de segments sur lesquels j'ai envie vraiment de cracher. Je vais plutôt le donner au booking d'un Go Home Show que j'ai pas trouvé super focus. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout, et ça se ressentira sur la note. Mais
Quand je suis dans un go-home show de pay-per-view, j'ai pas envie qu'on commence à. Alors voilà, je peux pas non plus dire que je suis pas content de voir John Cena, mais peut-être que c'était pas vraiment la meilleure semaine pour faire revenir John Cena parce que voilà, j'ai pas senti que c'était Money in the Bank samedi. Voilà, concrètement. Il y avait John Cena qui distrayait beaucoup. On parlait trop de SummerSlam. On a booké des segments qui n'avaient pas d'impact pour le show de samedi. On a parlé de AJ Styles et du Miz. D'une certaine manière, Liv Morgan, Alexa Bliss n'avaient rien à faire sur la carte. Il y avait des promos pour SummerSlam. Donc c'est un flop. J'aime pas quand on est quand on n'est pas focus, et ça faisait pas très go home show. Et du coup, ça me fait transition pour ma note où je vais me contenter d'un 3, qui reste au-dessus de la moyenne quand même, hein, mais d'un 3 parce que voilà, ce qui était labellisé Money in the Bank était plutôt bien. C'était pas mal, mais il n'y en avait pas assez à mon goût. Et j'aurais aimé qu'on soit encore plus focus pour quelque chose qui est censé quand même être un des top 4 pay-per-view, ultra hypé. Donc voilà, je l'ai pas eu la hype là, je trouve. Bon, papy, la hype. Petite hype, moyenne hype, grosse hype. Ah, j'hésite en fait parce que effectivement, j'ai le même sentiment de me dire que je me rendais pas du tout compte que mon Money in the Bank était le samedi qui venait. D'autre côté, le show est vraiment passé tout seul. Et puis je me dis que a priori, quand je vois ce qui est annoncé pour SmackDown, j'ai l'impression que le Go Home Show est vraiment focus sur le SmackDown de vendredi, là où on aura quasiment tous les qualifiés pour Money in the Bank qui vont débarquer, aussi bien Raw ou de SmackDown. Du coup, pour revenir sur mon mot de la fin, au niveau du top, je vais le donner aux deux derniers qualifiés de Money in the Bank, Riddle et Becky Lynch, qui du coup, pour moi, améliorent grandement Oui, la c'est sûr. qualité des participants. Alors, Riddle, le côté homme, c'est déjà balèze, mais Riddle, avec son statut de méga babyface, je trouve que ça donne encore plus d'intérêt à ce Money in the Bank. Et puis, Becky Lynch, on l'a dit, hein, ça sauve un petit peu l'intérêt du match féminin. Donc je suis très content que ces deux-là aillent au Money in the Bank, et je suis aussi très content de la manière dont ils sont allés avec deux belles qualifications. Mon flop, alors j'ai failli mettre aux filles Liv et Alexa parce que leur match était vraiment naze. Mais d'un autre côté, j'ai suffisamment pourri Lacey Evans et Raquel à SmackDown qui avaient fait équipe avec des grands sourires pour ne pas sauver un peu les filles qui se tapent sur la gueule en prison de Money in the Bank. Donc du coup, je vais plutôt le donner, et ça va un petit peu dans la suite de ce que disait Giscal, au Miz versus AJ Styles, qui pour le coup est vraiment une rivalité, comme on dirait dans le cyclisme, en chasse-patate. Là, tu sais pas ce qu'elle fout là, elle est entre deux pay-per-view, tu vois pas vraiment la vision derrière ce que ça va donner. Et donc du coup, j'ai du mal à m'intéresser à cette rivalité du coup. Et ma note, je suis embêté pour toutes les raisons que j'ai dit, donc je vais quand même donner une bonne note parce que j'ai passé un bon moment, et je vais donner un 3,75. Ok, bah écoutez, une belle note pour ce Go Home Show. Moi, mon flop, je vais le donner à ce match, justement. Liv Morgan, Alexa Bliss, là, quand j'ai vu ce match, et puis cette petite promo d'avant, c'était assez naze, mais globalement, effectivement, je suis un peu comme Giscal, quand ça concerne pas le Money in the Bank, ou alors que ça concerne le Money in the Bank, mais qu'on s'en fout un peu, bah, ça m'embête un peu, parce qu'on est dans un Go Home Show, et voilà. Moi aussi, j'aime bien quand on est focus. Mon top, je vais le donner à John Cena. Voilà, John Cena, tout simplement, avec une belle promo dont Giscal a apporté les louanges. Effectivement, c'était une belle promo, tout en humilité, de la part de Johnny John, qui était, j'ai beaucoup aimé les mots qu'il disait sur le fait, voilà, que la réaction de la foule est importante. Bref, c'était une belle promo. Effectivement, c'était un petit peu le vrai moment pour célébrer John Cena, c'est celui-ci. Et puis ma note, je donnais un 3,5 à cet épisode. C'était pas un super Go Home Show, mais c'était quand même un bon épisode avec pas mal de bons catchs aussi entre les cordes. Il y a eu quand même des bons matchs finalement, notamment avec le match avec Bobby Lashley était cool. Même le AJ Styles versus Miz était sympa. La Battle Royale au début était rigolote. Et puis ce match à élimination, leur main event, était bien gaulé. Donc on était plutôt gâtés au niveau du catch, au niveau de la lutte, au niveau de la compétition. Donc 3,5 pour moi.
Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine pour ne manquer aucun épisode. Et c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres. Également, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour placer un commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à partager votre top, votre flop et votre note. Mettez-nous des pouces, inscrivez-vous, abonnez-vous, la petite cloche, les réseaux sociaux. Catch Up CDC sur Twitter, Instagram et Facebook. Le lien vers le Discord est dans la description. N'oubliez pas les pronos qui arrivent, les pronos qui vont s'ouvrir dès la fin de la semaine pour le Money in the Bank avec tout simplement beaucoup de points à ramasser. Ça va être le pactole là, des matchs Money in the Bank, ça va rapporter des points à l'appel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette compétition de pronostics. Je remercie évidemment Papy de m'avoir rejoint pour cette triple frite exceptionnelle. Papy qui est abonné au triple frite. Je suis un gourmand, donc du coup, j'adore la triple frite. Merci à toi, Irem, pour me avoir invité, et merci aussi, Giscal, du coup, de permettre ces triple frites. Et avant de remercier Giscal, je remercie Tonton qui nous a donné les chiffres en direct de cet épisode de Monday Night Raw. Tonton a dit que les chiffres étaient bons. Les chiffres étaient même exceptionnels. Ça, c'est moi qui le dis. Ça fait plaisir, ça. On a frôlé les 2 millions de spectateurs devant leur écran sur la moyenne de l'épisode, mais on les a dépassés évidemment quand John Cena est apparu. La première heure et la deuxième heure signe qui était la présence, avec la présence de John Cena, notamment cette deuxième heure où John Cena nous a sorti cette belle promo. Et tout le monde était devant son écran en fait aux États-Unis. J'imagine que la troisième heure avec le main event féminin a dû chuter forcément. Une chute. On parlait de peloton de cyclisme là, une grosse chute. Oui, c'est toujours cette troisième heure qui tire le show les chiffres du show vers le bas. Mais c'était quand même un épisode exceptionnel avec des chiffres fabuleux. Alors, je crois Tonton, c'est lui qui nous rapporte les chiffres, c'est lui qui nous dit quand c'est des bons chiffres ou des mauvais chiffres. Et il a dit que c'était des bons chiffres. Donc on dit que c'est des bons chiffres. À part cette troisième heure, on est bon. Merci John d'avoir un petit peu boosté les audiences. Et merci à toi évidemment, Giscal. Tu ne pouvais pas être absent pour cet épisode si particulier. Non, merci IRM et merci Papy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. Très, très, très sympa. Oui. Donc, non, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Merci de m'avoir accueilli pour pouvoir chanter les louanges de mon cher John. Voilà, John, on t'aime. N'hésite pas, la porte est toujours ouverte. Si dans ton planning, dans ton Google Agenda, tu as un petit peu de place. En plus, avec le décalage horaire, tu peux faire ça la nuit, tranquille. N'hésite pas à nous contacter, à nous DM. Nous serons ravis de t'accueillir dans les studios. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt pour le SmackDown et peut-être un gros pré-show. On voit ça avec Ringside. C'est lui qui a la manœuvre pour cet épisode, mais ce serait dommage de ne pas se retrouver tous ensemble juste avant le Money in the Bank qui a lieu samedi soir. Notez bien, c'est samedi soir, donc tout va être très 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 serré. Mais d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Ciao tout le monde. Est-ce qu'on a des nouvelles là de Ringside ? Fête de la musique plus 20 ans de John Cena, ça faisait beaucoup trop de fêtes pour lui. Plus la porte interdite, si j'ai bien compris. Ça faisait beaucoup d'émotions là, oui.